Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'Union africaine organise son sommet annuel ce week-end à Addis Abeba, cela dans un contexte de mise en œuvre des grands chantiers de l'Union, mais aussi de crise politique accrue dans différentes régions. On fait le point avec notre invité, il s'agit du spécialiste en gouvernance en Afrique, Mohamed Chkoundi, en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous, Mohamed Chkoundi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Baldé, merci pour votre invitation. Alors, tout d'abord, quels sont les enjeux de ce sommet qui donc se tient ce week-end à Addis Abeba? En fait, d'abord, ce sommet, il faut le rappeler encore une fois, ce sommet se déroule dans un contexte particulier parce que l'Afrique continue à vivre au rythme des crises à la fois internationales qui rejaillissent sur le continent et des crises aussi à l'intérieur du continent, des crises politiques, des crises liées à la gouvernance, des crises économiques, sociales et j'en passe. Et aussi, il faut dire que ce sommet se tient dans un contexte particulier, c'est celui de la fragmentation, on va dire, de la gouvernance mondiale, en tout cas de réconfiguration de la gouvernance mondiale. Mais à chaque chose, malheur est bon parce que il faut voir aussi des opportunités dans ce contexte trouble. Ces au fait qu'il y ait une reconfiguration de la gouvernance mondiale et que l'Afrique veut prendre sa place dans ce processus de gouvernance mondiale, dans ces dynamiques de réforme de la gouvernance mondiale, pour que sa voix devienne entendable et pour qu'il puisse aussi avoir le droit de faire connaître ses priorités. Donc Mhm. le contexte c'est celui des crises et le contexte aussi c'est celui des réformes, parce qu'il y a des dynamiques de réforme de l'Union africaine Mhm. et cette dynamique de réforme institutionnelle, il est aussi lié à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Effectivement, donc des réformes et des chantiers donc à mener. Alors, commençons d'abord par ces réformes. Quelles sont les réformes qui sont à l'heure du jour pour l'Union africaine? Parce que, comme nous avons suivi hier Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, il a parlé d'un ensemble de réformes. Donc, les réformes institutionnelles et principalement, il se focalisait sur l'aspect lié aux ressources humaines. Parce que nous nous sommes beaucoup attardés, ou bien l'Union africaine, ses agences, ses acteurs, ils se sont beaucoup attardés sur les réformes institutionnelles, mais il y a aussi dans ces dynamiques de réformes institutionnelles, il y a des réformes liées aux ressources humaines. Donc on peut avoir des projets, mais si on n'a pas les ressources humaines adéquates, il deviendra difficile de concrétiser ces projets. Donc par rapport à ces réformes, il y a la manière dont sont recrutées ces ressources humaines, la manière dont elles sont gérées, comment s'effectue la rotation et comment les pays africains peuvent contribuer en mettant à profit les ressources humaines et toute l'expérience qu'ils ont pour avancer, pour faire avancer la dynamique continentale. En même temps, par rapport aux réformes, il y a la zone de libre-échange continentale. Parce que nous savons que cette zone de libre-échange continentale suscite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme en Afrique, et à juste titre parce que c'est une grande zone, c'est un événement inédit en Afrique. Donc, l'idée aussi, c'est de revenir parce que le thème de l'année dernière de l'Union africaine, c'était la zone de l'échange continental, l'accélération de la mise en place de la zone de l'échange continental. Pourquoi accélération? Parce qu'il y a des obstacles, mais quand même, on peut dire que l'Union africaine est très bien avancée en la matière parce qu'il a prévu, j'ai envie de dire, des garde-fous, dit autrement, des mécanismes de gouvernance. Il y a le Mhm. secrétariat. Alors, on va y aller peut-être point par point sur cette zone de libre-échange continentale. Je le rappelle, depuis son entrée en vigueur, ça fait bientôt 3 ans. Si on avait à faire un bilan opérationnel, où est-ce qu'on en est réellement sur le terrain? Réellement sur le terrain, les pays africains, on peut dire à 95%, ils n'ont pas encore commencé à échanger entre eux. C'est-à-dire, on en est au stade des négociations. Parce que pour l'instant, comme ça a été présenté par le champion de l'Union africaine en la matière, l'ancien président du Niger, euh, c'est-à-dire par rapport à la zone de l'Union continentale, il faut mesurer ces avancées pour répondre directement à votre question, allant de trois éléments. Le premier élément, elle est relatif à tout ce qui est signature et ratification. Donc, en la matière de l'accord, bien évidemment.
donc, en la matière, on peut dire que 90% des pays africains ont signé et ratifié. Il reste une poignée de personnes qui ne l'ont pas encore fait, et donc l'Union africaine les exhorte à le faire le plus rapidement possible. Le deuxième mécanisme, élément allant duquel on peut avancer les avancées, on peut évaluer les avancées réalisées, et les relatifs à tout ce qui est ligne tarifaire. C'est-à-dire, ce sont les communautés économiques régionales, ce sont aussi les pays africains qui proposent des lignes tarifaires, et ces lignes tarifaires sont techniquement vérifiées par le secrétariat exécutif de l'Union africaine, de la zone de l'échange continentale. Donc, en la matière, on peut dire que 4 communautés économiques régionales ont déjà proposé des lignes tarifaires, c'est-à-dire des lignes tarifaires qui ont été acceptées par l'Union africaine. Il y a aussi le Maroc qui a été proposé, qui a fait part de son offre tarifaire, ça a été techniquement vérifié et ça a été accepté. Donc, on peut dire rien qu'en disant cela, c'est-à-dire normalement, les conditions minimum sont réunies pour que certains pays puissent commencer à faire des échanges entre eux en quelque sorte. Après, le troisième élément, c'est relatif un peu à tout ce qui est négociation relative aux règles d'origine. Et c'est là où le bas blesse. Mais quand même, les choses avancent parce que par rapport à la règle d'origine, concernant 80%, c'est-à-dire de tout ce qui est couvert par la zone de l'échange continentale, les pays africains sont tombés d'accord. C'est-à-dire qu'il reste un peu là où le bas blesse, c'est au niveau de tout ce qui est secteur de l'automobile, l'habillement et le textile. Donc c'est là où les négociations sont. En tout cas, on peut dire avancée significative d'un point de vue juridique pour un peu créer les conditions optimales pour que les échanges puissent se dérouler convenablement. Alors, au-delà de cette ZLECAf donc en cours de mise en œuvre, il y a aussi cette nouvelle donne, à savoir l'entrée de l'Afrique au G20. Alors, comment l'Union africaine compte gérer cette opportunité? Déjà aussi, c'est un autre événement inédit, c'est une autre opportunité, comme vous le dites, vous avez raison de le souligner, parce que le fait que l'Afrique puisse siéger au sein du G20, parce que quand nous parlons d'abord de G20 rapidement, le G20 pendant la crise, depuis la crise de 2008, joue un rôle important dans la résolution des crises financières. Et nous avons vu aussi que le G20 a joué un rôle important depuis la crise de la pandémie de Covid-19 par rapport à tout ce qui est négociation de rééchelonnement de la dette africaine, tout ce qui est moratoire pour repousser la date de paiement de ce que l'on appelle les services de la dette. Donc le fait que l'Afrique puisse siéger au sein de G20, ça va lui permettre d'avoir voix au chapitre de cette nouvelle reconfiguration dont je parlais tout à l'heure, de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire, quand nous parlons de G20, c'est-à-dire l'Afrique pourrait peser sur la manière dont l'ordre de jour de G20 est fixé, ça c'est important. C'est-à-dire, elles peuvent faire connaître ses priorités. Et hier, Moussa Faki Mahamat parlait de l'importance du financement, de l'importance tout en gardant une marge de manœuvre, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'Union africaine puisse diversifier les sources de financement. Et donc, et en même temps, influencer sur la manière dont les décisions sont prises au niveau international. Donc, pour moi, c'est très important que les pays africains puissent siéger au sein du G20 pour influencer cette gouvernance mondiale. Parce qu'il faut forcer de constater que les pays africains, ils ont beaucoup subi les règles de jeu, j'ai envie de dire, de la mondialisation et de la gouvernance mondiale, sans pour autant en profiter d'une manière significative. Donc, il est grand temps, il est temps que les pays africains puissent aussi faire avancer leur ordre de jour, c'est-à-dire la manière dont la réforme de la gouvernance mondiale et la manière dont ils peuvent peser sur l'architecture de la gouvernance mondiale pour pouvoir avoir plus d'accès au financement, surtout que nous sommes dans un contexte de transition énergétique et l'Afrique souffre énormément de l'impact du changement climatique sans pour autant qu'il puisse bénéficier significativement des ressources de financement de tout ce qui est énergie renouvelable, de tout ce qui est adaptation au changement. Alors, justement, quand vous parlez d'adaptation au changement climatique, on jette un regard sur l'agenda 2063, mais aussi sur les objectifs du développement durable. On sait que presque
il y a à peine quelques pays africains qui ont atteint les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Les ODD, apparemment, on fait une fausse piste au niveau mondial même, et au niveau africain, peut-être la situation est encore pire. Comment faire en sorte que l'agenda 2063 et les objectifs des ODD, au moins, puissent converger pour le temps qu'il nous reste à atteindre ces ODD? Parce qu'il faut dire, il y a Edgar Morin qui dit que quand l'urgence dévore, l'esprit dérive en quelque sorte. Parce que ces urgences permanentes, ces tensions géopolitiques, ces crises permanentes, ils nous ont un peu éloignés des objectifs principaux, à savoir tout ce qui est objectif de développement durable. Donc c'est parce que nous avons fait primer, je parle au niveau international, je parle au niveau de l'architecture de l'aide publique au développement, nous avons fait primer le temps de l'urgence sur le temps de développement quand nous parlons de développement durable, c'est-à-dire l'objectif étant maintenant de faire en sorte qu'au niveau international, il puisse y avoir, comme vous venez de dire, une convergence, parce que jusqu'à maintenant, il y a une espèce de dichotomie, il y a une tendance au niveau international au nationalisme, il y a un retour des frontières, il y a un retour des impératifs sécuritaires, mais quand même, des efforts continuent à être déployés constamment pour que les pays africains puissent atteindre les objectifs de développement durable. Donc, comment tout est question de financement, tout est question aussi de volonté de la communauté internationale pour accompagner ces dynamiques un peu, de réforme institutionnelle de l'Union africaine et pour accompagner ces dernières aussi à financer ces programmes de développement. Et au centre de ces programmes de développement, il y a les objectifs de développement durable. D'où l'importance aussi de la réforme de la gouvernance mondiale et de l'importance de la participation de l'Afrique à cette réforme de la gouvernance mondiale pour qu'il puisse faire connaître ses priorités et pour qu'il puisse aussi avoir beaucoup plus de financement. Parce que, comme je viens de le dire, l'urgence a occulté tout ce qui est impératif de développement durable, tout simplement parce que les pays africains n'ont pas suffisamment de financement, parce qu'ils ont des budgets étroits, et donc ces budgets ne pouvaient pas, à un moment donné, étant donné le poids des crises, être alloués au financement des objectifs de développement durable. Donc, tout est question de volonté de la communauté internationale pour qu'il y ait convergence entre les aspirations de l'Union africaine, c'est-à-dire entre le modèle de développement de l'Union africaine. Et au centre de ce modèle, il y a les enjeux de la transition énergétique, il y a le financement des infrastructures, il y a le développement humain et l'investissement dans l'éducation et les objectifs aussi de la communauté internationale et c'est-à-dire de sur qui Alors, sont représentés. Au-delà de ces considérations économiques, il y a aussi les aspects politiques, hein, il faut le dire. L'actualité est quand même assez préoccupante dans plusieurs régions. On a en Afrique de l'Ouest cette scission au sein de la CEDEAO, mais aussi la situation politique au Sénégal, entre autres. Comment l'Union africaine compte-t-elle gérer tout cela? C'est ça le problème. Et là, parce que même le modèle de gouvernance de l'Union africaine est interpellé, questionné. Parce que l'Afrique, il n'y a pas que l'Afrique, mais l'Afrique, je viens de le dire, il n'a pas suffisamment de ressources financières. Et encore une fois, il faut le rappeler, n'a pas de banque centrale, et ainsi de suite. Donc l'Afrique est assaillie par les crises. L'Union africaine, elle est appelée, les communautés économiques régionales sont assaillies par les crises. Et donc, comment peut-on gérer, comment l'Union africaine peut-elle gérer ce rapport en réinventant ce mode de gouvernance. Pourquoi réinventer le mode de gouvernance? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à une nouvelle génération de crises. Parmi les crises qui sont en train de rejaillir émergent en Afrique, ce sont des crises inédites. Donc, il faudrait faire preuve d'imagination. Il faut réinventer le mode de gouvernance, il faut réinventer les politiques publiques. Et donc, maintenant, pour répondre directement à votre question, il faut consolider les communautés économiques régionales. Parce qu'il y a des risques aussi, il y a des opportunités. En même temps, les risques, ces crises et leur permanence font courir des risques aux pays africains. Et Moussa Faki Mohamed l'a rappelé hier. Il y a le risque d'affaissement des communautés économiques régionales. Tout à l'heure, nous parlions de la dynamique de réforme de l'Union africaine, mais cette dynamique de réforme repose essentiellement sur l'apport des communautés économiques régionales. C'est-à-dire, en plus des États, les communautés économiques régionales sont un levier central, le pilier
de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale et sont le pilier de l'implémentation des aspirations incarnées sous forme d'objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, c'est-à-dire, il va falloir redoubler de vigilance et faire preuve d'imagination et ne pas continuer à croire que nous avons affaire à des crises, c'est-à-dire des crises normales en quelque sorte. Ce sont des crises inédites et donc il va falloir mettre en place des innovations en la matière pour pouvoir les gérer. Après, il faut, comme je viens de le dire, il faut faire attention parce que des crises qui rejaillissent sur l'Afrique finissent par fragiliser certains pays. Ils les fragilisent d'un point de vue institutionnel. Comme je l'ai toujours dit, il y a des pays qui sont déjà fragiles de par leur positionnement géographique, de par l'ensemble des menaces auxquelles ils sont appelés à faire face. Donc les crises viennent les fragiliser davantage. Et après, ça fait naître des risques, j'ai envie de dire, disons-le vraiment, des risques d'éclatement de certaines communautés économiques régionales. Mais vous savez qu'en ne parlant, par exemple, tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est une communauté qui était jusque-là érigée en exemple en matière d'avancées significatives réalisées concernant le processus de libre-échange, concernant le processus de mise en place de la politique agricole commune, politique d'énergie commune, et j'en passe. Les crises actuelles commencent à fragiliser la CEDEAO, tout simplement parce que la CEDEAO n'a pas réinventé son modèle de gouvernance, n'a pas réinventé la manière dont elle gère les crises qui éclatent au niveau de la région. Donc, ça finit par commencer à la fragiliser de plus en plus. Donc, pour nous, il est important de penser à consolider les communautés économiques régionales. Il est important de réfléchir à la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance des crises en Afrique. Parce que les crises, les crises actuelles ne sont pas des crises classiques, ce sont des crises inédites qui nécessitent une réinvention des politiques publiques. Ces politiques publiques au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. En tout cas, c'est à suivre donc à l'issue de ce sommet. Alors, une autre question, c'est bien évidemment le partage des expériences nationales dans plusieurs domaines. Il était notamment question de l'éducation hier, donc lors de la 44e session du comité conseil exécutif. Alors, qu'est-ce que l'expérience du Maroc dans plusieurs domaines, notamment pour favoriser le développement, quel serait leur plus par rapport à l'agenda africain? Je ne sais pas, juste un peu pour répondre rapidement, si vous me donnez un peu le temps. Déjà pour dire que quand on analyse un peu les relations entre le Maroc et les autres pays de notre continent, on voit que le Maroc, comme je l'ai toujours dit, a réussi à faire émerger un modèle de coopération sud-sud. C'est important de le rappeler ici. Ce modèle de coopération sud-sud repose sur des valeurs. La première valeur, vous venez de la citer, c'est la solidarité. Cette solidarité se matérialise à travers un échange d'expériences, donc expérience au sens pluriel du terme. Échange d'expériences par rapport à la dynamique des investissements, par rapport à tout ce qui est politique publique, et nous parlons ici de l'importance de réinventer les politiques publiques. La deuxième valeur, c'est la nécessité de faire émerger des solutions africaines aux problèmes africains. Donc l'imagination et l'invention, c'est-à-dire l'importance de faire émerger des propositions de l'Afrique. Ça, c'est important. Le Maroc joue un rôle important, d'autres pays aussi, parce qu'il est important. Le troisième élément, faire en sorte que l'Afrique, par le biais de l'organisation d'un ensemble de forums, de débats, l'accueil de les assemblées annuelles de la Banque mondiale de FMI, faire en sorte que la voix de l'Afrique devienne entendable et faire en sorte que ces dernières, l'Afrique, puisse influencer et puisse avoir voix au chapitre dans cette nouvelle reconfiguration. Donc, un peu par rapport aux expériences, comment ça se matérialise? Ça, ce sont les valeurs sur lesquelles repose ce modèle. Maintenant, les objectifs un peu. Les objectifs, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'échange d'expériences. Le Maroc, chaque fois qu'il a accumulé une expérience dans un domaine, il la partage ou il la met à la disposition des autres pays. C'est important, je l'ai toujours dit, ça ne fait faire des économies d'argent, des économies de temps et des économies d'argent, dans un contexte où il y a un assèchement de financement parce qu'il y a une crise internationale, il y a une révision de l'aide publique au développement. Donc ça c'est important, cet échange d'expérience. Et après, le deuxième élément,
c'est le Maroc commence à mettre l'accent sur l'importance des initiatives régionales, c'est-à-dire sur l'importance de l'intégration régionale. Ça se voit dans les propositions faites par le Maroc. On peut citer rapidement la communauté des pays africains, c'est-à-dire le projet, l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique. À un moment donné, c'était un espace, l'Atlantique, mais devient une communauté de destin. Et ça, c'est important. Troisième lieu, c'est-à-dire le Maroc a accueilli l'année dernière, l'avant-dernière, quand il présidait le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, c'est-à-dire, on va dire, une conférence. À l'issue de cette conférence qui avait eu lieu à Tanger, à l'issue de cette conférence, on avait proposé l'importance d'abord, on avait aimé, on avait parlé de l'importance de réinventer l'approche sécuritaire en Afrique, l'importance de la revisiter. Parce que je parlais tout à l'heure des urgences. Ces urgences, parfois, elles sont liées à la propagation, l'expansion du terrorisme. Est-ce qu'on va résoudre ces urgences seulement par l'intervention militaire, par tout ce qui est important, élément géostratégique, où il va falloir aller plus loin? L'approche propose un peu de connecter le nexus paix-sécurité, c'est-à-dire connecter tout ce qui relève de la sécurité avec ce qui relève de la sécurité. Merci. Certainement, on aura l'occasion de revenir sur tous ces points à l'occasion donc de ce sommet qui, je le rappelle, se tient ce week-end à Addis Abeba. Merci à vous, Mohamed Chkoundi. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de la gouvernance en Afrique. Merci pour tous vos éclairages. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.